tous. Bon, voilà, on m'entend. Bon, j'ai l'impression d'être une star, mais je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise. Je préfère être devant mes services et travailler avec vous en petit groupe. Je vais intervenir dans la droite ligne de ce qui a été dit ce matin par Madame la rectrice et faire le lien avec, bien sûr, la mise en œuvre du pacte dans un premier temps. J'interviendrai ensuite sur la continuité pédagogique, sur les aspects, bien sûr, remplacement de courte durée, mais aussi couverture du besoin et remplacement de longue durée, mais je ne le ferai pas seule, puisque je suis accompagnée de notre nouvelle doyenne, des IA IPR, et de Yael Brice-Walter, qui est IA IPR de lettres. Je poursuivrai par un petit point sur le bureau, le recrutement des responsables du bureau des entreprises et sur la situation de rentrée sur les personnels non enseignants et sur les personnels AESH. Ensuite, on poursuivra par notre école Faisons-la ensemble. Pascal Boiry et Corinne Bredin interviendront, et je crois qu'il y a un point harcèlement ensuite qui suivra, mais nos collègues ne sont pas encore sur la scène. Alors, je vais commencer par le premier degré. Donc, comme cela vous l'a été indiqué ce matin, nous avons à notre disposition des moyens historiques pour mettre en œuvre les politiques publiques qui sont les politiques prioritaires pour notre gouvernement. Alors peut-être que vous ne voyez pas très bien les différents items qui concernent la mise en œuvre du pacte. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le diaporama. C'est une vision à date. Au 10 juillet, nous avions fait un premier retour de la situation dans les écoles et les établissements. Et donc vous avez là un panorama de la manière dont les premières parts fonctionnelles, le ministre hier a des briques, donc je ne sais pas si on est autorisé à dire briques, mais moi je vais dire parts fonctionnelles, dont les premières parts fonctionnelles ont été réparties, ou en tout cas discutées avec les enseignants dans les écoles, sous le pilotage des IEN du premier degré. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la tendance est à une grande majorité de parts déjà distribuée sur l'intervention en 6e dans le cadre du soutien en français et en mathématiques. La deuxième mission, qui arrive immédiatement derrière, c'est le soutien aux élèves en difficulté dans l'école primaire, suivi de très près par l'intervention dans le dispositif Devoir faire en 6e. Sur la partie coordination des projets pédagogiques, alors c'est plus diffus, mais on voit qu'il y a quand même des enseignants qui se positionnent sur cette coordination. Je pense que c'est une très bonne chose, et que cette mission-là ne va faire qu'amplifier si nous nous mettons tous au travail pour essayer d'innover dans ce domaine. Ensuite, nous avons l'intervention dans les dispositifs stages de réussite école ouverte qui sont un peu moins marqués en termes d'attribution de parts, et sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, là, il y a un ciblage particulier, ce qui explique que le nombre de parts distribuées soit moins importante. Donc on est quand même bien parti, puisqu'on voit bien que les apprentissages et la prise en charge de la difficulté sont au cœur des préoccupations dans les écoles. On a réparti à peu près 29% des parts fonctionnelles attribuées sur le premier degré. Donc on a encore de la marge. Et c'est tout le travail que vous allez devoir conduire dans ce mois de septembre pour que nous puissions mettre en œuvre le dispositif au plus vite. Un petit focus sur le second degré. Alors, vous avez volontairement une séparation entre la voie professionnelle, la voie GT et le collège.
Sur le collège, 20% des parts attribuées au collège ont été réparties et 15% sur la voie professionnelle. C'est le lycée général qui, lui, est en retrait à ce stade. Je dis bien à ce stade, puisqu'on sait très bien que l'enquête du 10 juillet n'a pas été évidente à remplir pour les chefs d'établissement. Vous l'avez tous dit, vous avez besoin de temps, on l'entend. Bien sûr, il faut du temps pour travailler avec les équipes, pour convaincre et pour réussir à expliquer quelle est la plus-value de ce dispositif. Ce qu'on peut constater, c'est que le remplacement de courte durée représente bien la plus forte part, pour l'instant, des unités fonctionnelles qui sont réparties dans les établissements. Arrive derrière l'intervention dans le dispositif devoir fait, puis la coordination et la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants, ce qui est aussi une très bonne nouvelle. Donc on est à date au 10 juillet. Nous allons refaire une enquête, en tout cas elle va être diligentée par la DGESCO, entre le 10 et le 20 septembre. Donc nous aurons une nouvelle photographie de la situation du pacte dans les établissements entre le 10 et le 20 septembre. Donc nous verrons comment les travaux ont pu avancer sur ce sujet. Alors je vais faire un petit focus sur la continuité pédagogique, puisque c'est en tout cas une des missions prioritaires qui nous incombe à tous. Et Madame la rectrice l'a dit ce matin, l'école doit être toujours présente pour les élèves. C'est un enjeu d'égalité, vous le savez, mais c'est un enjeu d'égalité et c'est un enjeu qui nous concerne tous. Le remplacement, ce n'est pas que l'affaire des inspecteurs et des directeurs d'école, bien sûr à travers les circonscriptions dans leurs écoles, c'est aussi l'affaire des services de l'institution qui, elle aussi, doit quelque part balayer devant sa porte, puisque, vous l'avez compris, elle produit aussi de l'absence de professeurs sur toute la durée d'une année scolaire. Nous allons donc travailler à vos côtés. Il faut que vous soyez convaincus que nous allons tout mettre en œuvre pour vous accompagner. J'ai entendu ce matin dans une intervention syndicale qu'il était évoqué le fait que nous allions contrôler la mise en œuvre du remplacement de courte durée, par exemple, à travers l'application EDT ou Pronote, à travers la remontée d'indicateurs. On ne va pas contrôler les établissements. L'idée, c'est de travailler ensemble sur cette politique publique. Il faut qu'on arrive à réduire de manière significative les absences non remplacées. Donc pour cela, on a besoin de visibilité. On a forcément besoin d'indicateurs qui nous permettent de piloter le remplacement de courte durée notamment. Donc rassurez-vous, on ne va pas tous les 4 matins aller ouvrir des Pronote pour regarder si vous avez fait du remplacement de courte durée. Franchement, on a autre chose à faire. Je vous le dis, ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de travailler avec vous pour améliorer ce remplacement de courte durée. Dans le premier degré, il n'y a pas de remplacement on va dire de courte durée, en tout cas, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Mais il va y avoir aussi, et on est dans les académies pilotes qui vont le mettre en œuvre, la diffusion de l'application Anjaro. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Nous faisons partie des académies qui vont démarrer la mise en œuvre d'Anjaro dès le 10 novembre. Donc un certain nombre de séminaires vont démarrer. C'est le département de l'Isère qui est expérimentateur actuellement de ce déploiement. Nous aurons un séminaire le 10 octobre qui va réunir tous les acteurs du remplacement sur ce sujet. Et nous allons travailler à ce déploiement pour un premier déploiement le 10 novembre en Isère de cette nouvelle application qui est censée aussi améliorer l'efficience du remplacement, notamment dans la recherche de ressources
puisque ça, vous savez qu'on nous reproche toujours d'envoyer les TZR trop loin, les TR trop loin, d'avoir un remplacement qui est à côté de chez nous et de ne pas le voir, et de ne pas faire, en tout cas, de prévision, en tout cas de gestion suffisamment qualitative pour nos personnels. Donc cette application, elle a été testée dans certaines académies, Amiens notamment, et elle améliore sensiblement la qualité du service rendu. Et je crois que ça sera une très bonne chose. En tout cas, tous les voyants sont ouverts, je vous rassure. C'est pas Renoir RH, hein. C'est pas tout à fait le même type d'application. Là, elle a vraiment été testée et on sait que ça marche. Donc on aura une amélioration de l'efficience du remplacement grâce à des outils qui vont venir vers nous. Mais je reviens au remplacement de courte durée. Sur le second degré. Vous aviez l'habitude, enfin beaucoup d'entre vous avaient des protocoles de remplacement de courte durée, qui étaient plutôt des protocoles qui faisaient remonter une organisation, hein, et une méthode autour du remplacement. Je pense qu'il faut qu'on travaille différemment. Le protocole que vous allez devoir produire, puisque vous allez devoir produire un protocole, hein, je pense que vous l'avez lu dans les textes, il doit vraiment mettre au cœur de la réflexion les apprentissages. Redonner du sens à ce pourquoi on met en place ce remplacement de courte durée systématique. Il faut que vous puissiez réfléchir avec vos communautés éducatives à ce que vous voulez faire de ce projet et l'inclure dans votre réflexion globale. On n'est pas sur du remplacement, un enseignant disciplinaire, on peut être sur du remplacement, un enseignant de la discipline pour une absence dans la discipline, mais ce n'est pas du tout la seule solution. Vous pouvez avoir un professeur qui travaille en transverse avec ses collègues et qui prend en charge la classe sur le projet en question. Vous pouvez avoir une thématique choisie dans l'établissement sur laquelle vous allez décider de travailler. Et pour cela, vous ne serez pas seul, hein, pour construire ce projet. L'idée, c'est bien sûr que les corps d'inspection pédagogique puissent vous accompagner. Et puis je vous parlerai après du référent académique que toutes les académies vont mettre en place et qui sera dédié à l'accompagnement de ce dispositif. Je vais passer la parole à notre doyenne. Bien, donc bonjour à tous. Alors je souhaitais vous parler de deux dispositifs, un national et un académique. Donc au niveau national, au complément des dispositifs existants déjà, il y a le service programme cours donc, du CNED qui offre au collège une solution pour une continuité, pour assurer la continuité pédagogique et donc l'apprentissage des élèves évidemment en cas d'absence de courte durée. Donc, il s'agit d'une plateforme numérique qui permet aux élèves de la 6e à la 3e donc de suivre des cours en histoire, en enseignement moral et civique, en français et en mathématiques. Donc, suivre des cours et des séances qui sont conformes au programme et adaptés à leurs besoins. Donc entièrement en ligne, cette nouvelle offre du CNED permet au personnel d'appuyer leur intervention dans le cadre d'un remplacement de courte durée, donc dans les disciplines que je viens de citer, et sur des contenus et des activités référencées sur les programmes. Donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau académique, donc ce n'est pas nouveau, hein, donc avec la continuité pédagogique, l'académie avait déjà réfléchi à cet accompagnement. Et donc, ce que nous sommes en train de construire, c'est une kit pédagogique académique qui fournira les fiches, les ressources nécessaires thématiques, donc qui seront référencées sur le plan thématique, qui permettra au personnel, donc cette mallette permettra au personnel en charge des remplacements de courte durée, donc d'accompagner les classes ponctuellement et les enseignants, le personnel disposera donc de ces ressources construites autour d'activités transversales.
Et donc, comme par exemple mémoire et citoyenneté, valeurs de la République, éducation, développement durable. Donc, vous voyez que nous avons, sur le plan national, nous avons des ressources plutôt disciplinaires et sur le plan académique, des ressources transversales. Justement pour permettre aux enseignants ou au personnel qui interviennent pour les remplacements de courte durée qui ne sont pas de la discipline à remplacer, eh bien ils pourront travailler sur des thématiques transversales. Donc nous sommes en train de construire cette mallette pédagogique et nous fournirons des ressources claires, simples et faciles à prendre en charge. Toujours dans cette optique de vouloir accompagner au plus près le personnel donc dans ces remplacements de courte durée. Merci beaucoup. Je vous disais tout à l'heure que, comme Madame la rectrice l'avait réaffirmé ce matin, c'est une affaire qui nous concerne tous et que l'institution devait également travailler à réduire les sollicitations d'enseignants pour que ce remplacement de courte durée diminue sensiblement. Donc nous allons devoir travailler sur la formation et là-dessus nous avons des cibles à atteindre et nous avons commencé à lancer une réflexion que nous allons poursuivre avec le AFC. Je ne sais pas si Madame la rectrice vous voulez en dire un petit mot. Oui, il faut que... Enfin, l'objectif que nous fixe le MINIT, c'est d'arriver l'année prochaine à ne plus avoir de professeurs qui sont sortis de leur classe pour la formation, en nous fixant des objectifs intermédiaires. Et donc, on va faire au mieux. On a déjà évidemment travaillé avec Jean-Christophe Larbeau, je sais pas, voilà, Jean-Christophe, le directeur de l'EAFC, pour travailler sur une anticipation aussi, parce que il y a deux choses, il y a moins sortir les professeurs ou savoir à l'avance quand est-ce qu'on va les sortir, de manière à travailler sur les emplois du temps. Il y a le développement des formations plus courtes, mais plus longues, enfin plus courtes dans leur durée à chaque fois, mais plus étalées au cours du temps. Plus courtes mais plus longues, c'est pas mal. Le développement, mais ça on a beaucoup avancé déjà, de l'hybridation. Et puis le développement des FIT, où là vous maîtrisez parfaitement du coup l'emploi du temps et ça va dans le bon sens. Donc on va faire au mieux, comme nous tous. Après il va y avoir nécessité de faire comprendre aux professeurs que je crois que les professeurs seront convaincus, parce qu'ils sont très très attachés à la progression et à la réussite de leurs élèves, que leur présence en classe ne doit pas être obérée par ces choses-là, et que sur leur temps de travail, bien sûr, on n'est pas sur les temps des vacances là, sur leur temps de travail, ils peuvent se former et qu'on va organiser et travailler tous ensemble pour que ce soit possible. Parce que la formation reste essentielle, on est bien d'accord. Alors, au-delà de la formation, il y a aussi toutes les réunions institutionnelles que nous programmons, et nous sommes aussi le fait générateur du coup d'absence d'enseignants. Donc nous allons tous collectivement, les inspecteurs qui invitent leurs enseignants sur des temps de réunion, nous-mêmes qui programmons des groupes de travail sur lesquels ou des instances sur lesquelles vos enseignants peuvent être conviés. Nous allons essayer de travailler à des calendriers qui vous permettent d'anticiper, et déjà de prévoir le remplacement, mais aussi à des temps de réunion qui ne soient pas des temps toutes sur le temps de prise en charge des élèves. Donc on va collectivement travailler à ça et vous aider à réduire sensiblement le nombre de journées de remplacement. Alors je vais vous parler du protocole et de la manière dont on va vous accompagner pour le rédiger. Donc nous avons prévu d'utiliser un outil dématérialisé, donc on y travaille, le cadre sera le même pour tous.
Et pour construire ce protocole, que vous avez déjà sans doute et que vous allez revisiter, nous aurons à nos côtés un référent académique qui sera dédié à cette mission. Donc il va avoir pour mission d'animer tout ce qui tourne autour du remplacement de courte durée, d'être à votre écoute pour vous accompagner dans sa rédaction. Il fera aussi partie du réseau académique des référents remplacement de courte durée. Et il aura un impact fort sur le pilotage du remplacement. Pardon. Réseau national, pardon. Oui, réseau national, on n'est pas encore autonome. Donc ce référent académique, nous vous ferons connaître son nom très rapidement. Ce sera sans doute un inspecteur, puisqu'il y a un volet pédagogique fort. Il sera très en lien avec les services du remplacement, bien sûr, puisque l'idée, ce n'est pas de travailler seul, mais bien de travailler en cellule académique. Donc la DRH, les services du remplacement seront partie prenante dans ces travaux et on suivra de très très près avec la DRH, toutes les deux, l'avancée de ce dispositif. Notre objectif, c'est que ces protocoles remontent pour fin septembre. Donc vous avez, j'écoute la salle pour voir si cela vous semble réalisable. Vous le savez, on sera souple. Je vous dis fin septembre parce que vous savez que derrière, il y a des enjeux aussi de mise en paye. On nous avait dit octobre, on va basculer sur novembre, mais pas plus tard. Il faut absolument que la mise en place du pacte puisse faire son office dès la paye de novembre. Donc on a aussi besoin, et puis les élèves ont besoin d'avoir cours aussi, donc il faut absolument qu'on puisse garantir ce remplacement de courte durée. Donc je vous dis, on sera souple, vous le savez, on l'a été sur plein de sujets, on entend la difficulté qui peut être la vôtre, mais on est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de ce protocole qui devra contenir les objectifs que vous vous fixez, recenser le besoin, expliquer comment vous allez le couvrir et indiquer des indicateurs qui permettent d'évaluer sa mise en œuvre. Donc on va vous faire un cadre qui vous permettra de travailler de manière dématérialisée sur ce protocole. Vous devrez bien sûr travailler ça en conseil pédagogique et ensuite le faire valider par votre conseil d'administration et Madame la rectrice en sera destinataire. Elle validera en dernier lieu les protocoles que vous allez nous transmettre. Alors quand je dis qu'on sera souple, on sera souple aussi sur l'analyse que nous allons en faire et on est bien conscient que peut-être vous n'arriverez pas à évaluer le besoin à date. Le ministre l'a dit, ou alors c'est écrit dans une circulaire, je ne sais plus, mais en tout cas, vous pouvez à tout moment revisiter la distribution de vos unités de pacte pour les réallouer si nécessaire au remplacement qui est une priorité. Voilà, donc le référent académique, la remontée du protocole pour le 30, fin septembre, et un outil qui vous aidera à cette mise en œuvre. Je voudrais ajouter qu'évidemment, les IAIPR en EVS, que je remercie, seront à vos côtés si nécessaire pour vous accompagner dans ce travail. Et je redis ce que j'ai eu l'occasion de dire au groupe Blanchet, et qui a été d'ailleurs dit à peu près dans les mêmes termes par le ministre hier soir au personnel de direction. Notre ambition est grande sur le remplacement de courte durée. Ça suppose déjà, encore une fois, que nous, on réduise les absences. Donc ça aussi, on doit faire notre part. Donc, vous avez votre part avec les outils dont vous disposez, qui sont le pacte, mais pas que. Il y a toujours les HS aussi à votre disposition. Et donc, ce que je redis, c'est que même si l'objectif est extrêmement ambitieux et qu'on est très attendu là-dessus, on sait qu'il vous faut du temps
Et moi, mon exigence, c'est que vous fassiez mieux. Et de mieux en mieux. Voilà, c'est ça l'exigence. Il n'y a pas un objectif de réalisation parfaite, immédiate, parce que de toute façon, il n'y a plus qu'à baisser les bras hein, quand on se fixe des objectifs inatteignables. On a, avec le pacte, quand même un super outil. Donc, on sait les oppositions qui ont été prononcées contre le pacte, des positions syndicales fortes auxquelles vous avez dû faire face, notamment en juin. Je pense aussi qu'avec le temps et un peu de pédagogie, les enseignants comprennent que c'est dans l'intérêt de leurs élèves et que c'est dans leur propre intérêt, puisque les heures remplacées via le pacte sont considérablement mieux rémunérées que ça n'était le cas auparavant. Donc, à un moment donné, je pense que tout ça va atterrir. Il faut du temps. On est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. On n'est pas là pour vous évaluer là-dessus. Mais par contre, j'attends de vous un engagement pour faire mieux, et beaucoup mieux quand même. Merci. Je voulais vous parler de la préparation de rentrée. Je vous ai dit en introduction que le remplacement de courte durée, c'était la continuité pédagogique, c'était évidemment une des priorités fortes, que le remplacement de courte durée en faisait partie, mais on n'oublie pas qu'on a encore quelques BMP vacants et que le remplacement de longue durée peut aussi mettre en grande difficulté certains établissements. Donc je vais vous faire un petit point de la situation, premier, second degré. Alors sur le premier degré, ça va plutôt bien, même si on sait tous que les départements ont fait appel à des TR pour pouvoir couvrir les derniers besoins devant élèves. Mais nous avons quand même fait un gros travail de recrutement et j'en remercie le secrétaire général de la DZN 74 et les services qui ont mis le paquet pour pouvoir, avec vous, renouveler tous les contractuels qu'ils souhaitaient et dont on avait besoin. On a anticipé cette mesure et les contrats étaient prêts. Je pense que là-dessus, la dynamique autour de l'accompagnement des contractuels qui ont été, je crois, en grand nombre présents à la formation qui leur a été dispensée avant la rentrée et que les IUN et Fabienne Vernet ont piloté. Donc on est plutôt pas mal. On reste vigilant, puisqu'on sait très bien que couvrir le besoin à date, c'est bien, mais les remplacements tout au long de l'année et le vivier de TR est nécessaire. Donc on va continuer à suivre notre consommation et on verra si nous devons faire rentrer dans le vivier de nouveaux contractuels pour nous permettre d'assurer la continuité du service. Sur le second degré, on est parti de très très loin, puisqu'on avait plus de 300 postes vacants de plus à l'issue du mouvement que l'année dernière. Donc c'est un exploit, et je salue le travail des services, que d'arriver à faire la rentrée comme nous la faisons, même si je suis consciente que nous ne couvrons encore pas tous les BMP. Je ne dis pas que tout va bien, je dis simplement que nous avons tous collectivement mis en œuvre une politique qui nous a permis de recruter 300 contractuels de plus, de les mettre devant élèves et d'en être à date à peu près, bon an mal an, au même point que l'année dernière, voire mieux. Il y a des poches, bien sûr, il reste des poches sur lesquelles nous savons que le vivier va se réduire très vite et où nous n'avons pas vraiment de solution, même en travaillant avec Pôle emploi, avec tous les réseaux sociaux, puisque vous savez qu'on a mis en place une cellule recrutement qui s'active aujourd'hui pour essayer de combler tous les trous. Vous avez parlé de la cellule de rentrée, mais il n'y a pas que la cellule de rentrée. Je remercie les chefs d'établissement qui en font partie et les personnels administratifs, mais il y a toute la machine autour et la cellule de recrutement ainsi que les services qui s'activent pour couvrir le besoin.
Donc nos difficultés, elles sont très clairement en lettres. Aujourd'hui, et on l'a vu déjà l'an dernier, parce que certains d'entre vous ont été en grosse difficulté avec des ruptures d'enseignement sur des classes qui étaient parfois à examen. Donc ça a été compliqué. Donc on vous parlera, Yael vous parlera tout à l'heure de ce que nous allons mettre en place quand nous arriverons vraiment à la dernière limite du vivier disponible. On travaille aussi sur les professeurs associés. Alors c'est marqué 0 professeur associé, mais il y en a un. Nicolas Laverdure a fait affaire avec une entreprise, un salarié d'une entreprise que nous allons pouvoir installer dans nos établissements, parce que vous savez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme master pour pouvoir enseigner lorsqu'on a 5 ans d'expérience. On peut être recruté comme contractuel associé, donc nous ouvrons ce travail-là, nous le lançons avec ST Microélectronique qui va en faire un point de sa politique éthique et d'engagement avec ses personnels notamment, et on va continuer à affecter, j'ai donné la consigne d'affecter maintenant les TZR disponibles sur les supports qui restaient vacants lorsqu'on n'avait plus de contractuels. On les laissera à l'année. Là, on change un peu de politique, c'est-à-dire qu'on a mis tous les contractuels dont on disposait. On les installe, ils sont installés. On n'en a plus, on installe les TR, quitte à réduire le volume de TZR disponible, et on ira chercher de la ressource contractuelle qui sera, elle, installée en CZR pour faire du remplacement. Donc on inverse un peu la vapeur en essayant de couvrir le mieux possible. On sait que ça sera dur à partir du moment où notre vivier de TZR va se réduire. Donc on est lucide, on ne se dit pas que tout va bien, et on va essayer de piloter le remplacement de longue durée le mieux possible. Les lettres sont en difficulté, l'éco-gestion. Les mathématiques, on a encore quelques trous, mais on a du vivier, donc ça devrait aller. Et puis après, il y a les disciplines pro sur des disciplines très spécifiques, où là, il faut qu'on aille chercher les contractuels associés sur les petits blocs qui restent vacants et qu'on n'arrivera pas à couvrir. Je voulais qu'on vous parle du dispositif qu'on va mettre en place en lettres, notamment, et qu'on va essayer de déployer peut-être sur d'autres disciplines. Je regarde Didier si on y arrive et si c'est nécessaire. L'idée, c'est qu'on ne reste pas comme l'an dernier avec des gros trous dans la raquette. On n'a pas de prof, on met en place quelque chose à distance, en tout cas une prise en charge des élèves qui leur permettent de progresser dans leurs apprentissages avec une autre forme de travail. Merci Madame la Secrétaire Générale. Effectivement, quelle que soit la discipline, l'absence longue est souvent très problématique. Elle est problématique particulièrement en lettres du fait du nombre d'heures enseignées, qui est assez important, mais également du nombre d'examens, que ce soit le BTS, que ce soit l'enseignement de spécialité HLP, que ce soit les épreuves anticipées de français avec un écrit et un oral, ou que ce soit au DNB. Sans doute, en cas d'absence longue, une priorité sera donnée également, par exemple, aux élèves de 6e, où le lire-écrire est une priorité nationale et académique. Alors, cette question est particulièrement sensible dans notre discipline, si on prend l'exemple de l'épreuve anticipée de français, parce que on a un nombre de textes au bac. On a entendu que ce nombre de textes avait diminué, mais on est quand même très gêné si le descriptif de l'EAF ne contient pas le nombre minimal de textes qui est inscrit au BO. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en cas d'absence longue d'un enseignant, il sera sans doute très difficile pour un candidat de composer sur une dissertation sur un roman de Balzac, par exemple, sachant qu'il y a 4 œuvres au programme. Donc, on a un programme avec des œuvres qui sont imposées, et donc,
la question des absences longues est absolument essentielle. Donc il nous faut à tout prix éviter cela. Donc l'équipe de lettres et Odette Turias est à l'origine de cette idée, à proposer au service et à Madame la rectrice, Madame la secrétaire générale, une expérimentation avec une brigade de remplacement. Alors pardon pour le terme un peu belliciste, mais pour nous la brigade c'est le premier nom des poètes de la Pléiade du XVIe siècle. Donc on reste dans notre discipline. Comptez cependant sur nous pour être assez pugnaces pour trouver une solution. Alors cette solution, cette brigade, ça serait un groupe d'enseignants qui sont des TZR confirmés ou des contractuels en CDI confirmés et qui ont de l'expérience, qui ne seraient pas affectés dans la totalité de leur service. Ils pourraient par exemple avoir un mi-temps qui soit conservé pour répondre aux besoins. Et leur mission pourrait être définie en 4 points. Je pense qu'il y a 4 piliers. Tout d'abord, une relation humaine. Il va falloir se mettre en relation avec une classe, se mettre en relation avec une équipe pédagogique de manière à pouvoir définir un diagnostic, quels sont les besoins, et pouvoir ensuite assurer un suivi de loin. Donc ça renvoie au lien avec les équipes que tu évoquais tout à l'heure. Deuxième pilier, l'enseignement. Un enseignement qui soit un enseignement en partie à distance parce que l'idée de cette brigade, c'est qu'elle puisse se rendre dans la classe pour la prise de contact, puisse se rendre dans la classe éventuellement à des moments clés qui pourraient être essentiels, ne serait-ce que le retour, la transmission auprès de l'enseignant qui reviendra, puisse enseigner également de temps en temps en visio, ou puisse proposer un dispositif de type classe inversée. Donc il y a un troisième pilier, ce sont les ressources que tu as évoquées également. Donc ressources externes, nationales, académiques, et ressources qui pourraient être produites et partagées au sein de cette équipe. Mais enfin, on a l'expérience nécessaire pour savoir que produire des ressources pour un certain nombre de niveaux de classe, c'est extrêmement chronophage. En tout cas, il y aurait une mutualisation possible. Ce qui sera important, là, ça sera le suivi par l'inspection et le travail en proximité réelle entre ces membres de la brigade et les inspecteurs, inspectrices de lettres. Quatrième pilier, un suivi. Un réel suivi avec de l'évaluation. Il est absolument nécessaire, et notamment pour préparer, on prenait l'exemple de la dissertation sur un roman de Balzac, il est nécessaire de pratiquer. Il est nécessaire de pouvoir proposer des évaluations formatives ou formatrices, et donc il faut que les élèves, les futurs candidats, en l'absence longue d'un professeur, soient en mesure d'écrire assez fréquemment. Et donc, il y aurait des productions d'élèves nombreuses qui seraient prises en charge avec un retour, une rétroaction par ces enseignants. Vous l'aurez compris, chaque enseignant suivrait plusieurs classes. À quel montant ? On ne sait pas encore pour l'instant, on est bien dans un dispositif expérimental. La priorité, c'est sans doute avant tout les classes à examen. Pourra-t-on étendre ? Faudra-t-il étendre ? C'est une vraie question. Bien sûr, il s'agit de remplacements longs, on est au-delà des remplacements de courte durée. Et on est bien conscient que ça ne remplace pas un enseignant, très, très clairement, mais je crois que ce dispositif est sans doute un moyen de faire au mieux compte tenu des conditions. Alors, je vais accélérer puisque, en fait, bien sûr, on est en retard. Donc, ces documents, on vous les donnera, on vous les enverra. Ce sont les tableaux de bord de suivi de rentrée. Sur
Avant de parler des AESH, sur le bureau des entreprises, où en sommes-nous? Donc 80 établissements à couvrir. Nous avions lancé une campagne de recrutement très rapidement. Certains d'entre vous se sont associés à nous pour sélectionner les CV. On vous les a fait parvenir. On est à peu près à 63 recrutements. On a implanté 66 ETP. On est à peu près à 63 recrutements. Il y a encore quelques négociations sur ces 63 recrutements, puisque on négocie son salaire. Voilà, ça fait partie des nouvelles formes de travail qu'on doit mettre en œuvre aussi. Il reste 3 situations compliquées. Nous avons une référente académique qui est Lourdes Fernandez, qui travaille sur ce dispositif, qui vous réunira avec les référents, ou en tout cas qui réunira les référents responsables du bureau des entreprises très vite. Donc là, sur ce point-là, c'est plutôt bien. Je pense que l'offre a été attractive. Ce métier, cette mission a plu. Et nous avons eu énormément de candidatures, puisqu'on en a eu plus de 500. Donc maintenant, il va falloir travailler sur ce qu'est cette nouvelle mission du responsable du bureau des entreprises, et c'est ce à quoi nous allons nous attacher dans les semaines qui viennent. Vous parlez un tout petit peu des AESH quand même, puisque vous savez que au 1er septembre 2023, nous ne recrutons plus du tout d'AESH sur ce qu'on appelle hors plafond d'emploi. Donc la rectrice, Madame la rectrice, sera l'employeur à terme de tous les AESH de l'académie. Donc on a une montée en charge très importante. Fin décembre, le service académique géré par Patricia Perrochet, qui fait un gros travail, aura pris en charge 5750 contrats. Et donc, vous n'aurez plus à travailler avec Vaucanson et le lycée Monge à Chambéry pour ces contrats-là. Et nous devrions avoir terminé au 31 décembre 2024, peut-être plus tôt. En tout cas, les AESH rentrent dans la gestion commune telle que nous la mettons en œuvre pour tous les autres personnels. Ça va être, je pense, une plus-value, en tout cas en termes de suivi des personnels, en termes de qualité d'accompagnement des AESH. Les établissements employeurs ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ce dispositif arrivait à ses limites et il était temps que l'on passe les AESH sous plafond d'emploi. Ce qui vous préoccupe, les administratifs, enfin, en tout cas vos équipes rapprochées. Alors sachez que effectivement ce n'est pas rose. On a des problèmes de recrutement sur les enseignants, mais c'est encore plus difficile sur les personnels dits de l'administration. La concurrence, elle est rude. Il faut être attractif, développer la marque employeur, faire valoir nos atouts pour pouvoir trouver les candidats. Et c'est encore plus difficile sur le métier d'adjoint gestionnaire. Nous avions sollicité la centrale pour que l'on nomme plus d'attachés dans notre académie. La pénurie au niveau national ne leur a pas permis de nous envoyer plus de candidats. Donc là, aujourd'hui, il reste 19 supports d'adjoints gestionnaires qui ne sont pas pourvus. C'est beaucoup, je vous l'accorde. Sans compter parfois des assistants, de proviseurs, de principaux qui derrière ne sont pas pourvus. Il y en a aussi quelques-uns. On travaille vraiment avec Pôle emploi. On fait des opérations coup de poing pour essayer de trouver les candidats. On vient de faire un recrutement pour Thonon. On a des candidats qu'on va pouvoir replacer sur la Haute-Savoie. Le problème, il n'est pas... pas le même dans tous les départements. La Drôme, l'Ardèche, vous voyez, c'est plus facile. Le Nord-Isère, c'est très compliqué. Et la Haute-Savoie, encore plus. On le sait, on essaie d'activer vraiment tous les leviers. On essaie de vous répondre aussi. Je sais que vous trouvez le temps long, mais vraiment, laissez-nous du temps pour chercher. Ou si vous avez
J'ai eu hier une communication avec un proviseur qui avait une idée, on va essayer de la mettre en œuvre. On est tous dans le même bateau, on sait que c'est compliqué, mais ne croyez pas qu'on ne fait rien. Hein. Le service de la DPA, il est mobilisé à 100% sur le recrutement, et autant vous dire qu'on suit ça de très très près avec mes 3 adjointes. Donc voilà, on refera un point à la fin de la semaine pour voir les candidatures que nous avons pu récupérer sur Chloé et voir ce qu'on peut faire. Et on vous appellera tous pour voir avec vous où on en est. Je sais que ça ne vous rassure pas pour certains, hein. Ça ne veut pas dire que demain vous allez avoir un candidat, mais vraiment on fait le maximum. Et voilà, j'en ai terminé, j'étais un peu longue, je suis désolée. Bonjour à tous. Donc, une brève intervention sur notre école, faisons-la ensemble. Alors, d'abord, un premier rappel. Voilà. Un premier rappel, c'est finalement quelle est cette démarche. Hein. Donc, vous avez l'indication là-bas. Hein. Donc, simplement parce que c'est pas, on s'aperçoit en échangeant avec les équipes que c'est pas toujours totalement intégré. Donc, le principe, c'est on donne la main aux établissements qui font un constat de difficultés qu'ils rencontrent. Hein. On revient totalement sur l'intervention d'André Tricot ce matin. Ils font un constat, ils proposent une réponse à ce constat. Cette réponse, elle doit s'appuyer sur un des 3 thèmes nationaux, qui sont l'équité, l'excellence et le bien-être. Elle doit s'appuyer sur un des 3, ou 2 des 3, ou les 3. Elle doit être transformante au niveau des pratiques pédagogiques et au niveau du fonctionnement des équipes et de l'établissement, alors plus ou moins transformante. Elle est financée par le Fonds d'innovation pédagogique et elle est financée sur le temps, puisque le Fonds d'innovation pédagogique s'étend la mandature actuelle, donc sur 5 ans. Et comme on s'inscrit dans une temporalité longue, elle peut être transformante parce que l'idée, c'est de s'inscrire dans cette temporalité longue, donc d'être dans du pluriannuel. Alors, on a de moins en moins de projets annuels et de plus en plus de projets pluriannuels. Et dans les échanges qu'on a avec les équipes, on les pousse à aller sur cette pluriannualité. Donc, vous voyez qu'on est totalement dans ce qu'évoquait André Tricot ce matin, c'est-à-dire quelque chose d'identifié en local, une réponse qui est apportée en local, avec un accompagnement des équipes académiques autour de cette réponse. Alors, pour fonctionner comme ça, on a fait une structuration de l'académie, pas tout, voilà, une structuration de l'académie qui globalement fonctionne en 3 cercles, qui ne sont pas totalement visibles sur cette diapositive. Vous floutez un peu, puis vous les verrez. Hein. Et donc, il y a un cercle académique, avec la cellule académique qui travaille en étroite liaison avec la DIVET, le secrétariat général et le cabinet. Il y a un cercle départemental, avec toutes les cellules départementales qui fonctionnent en étroite liaison avec la cellule académique, mais aussi avec l'échelon géographique inférieur, c'est-à-dire les établissements et les circonscriptions. Et puis il y a ce 3e cercle qui sont les établissements et les circonscriptions, donc le niveau territorial, enfin le niveau local. Et l'idée, c'est d'avoir, l'idée, ce qu'on essaye de mettre en place, qu'on a mis en place, mais c'est toujours perfectible, c'est d'avoir une fluidité de la circulation de l'information entre ces différents niveaux. Et bien entendu, la cellule académique est aussi connectée au niveau national avec des échanges. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est mis en place l'année prochaine, donc l'année dernière, donc l'année 2022-2023, donc ça a été l'enclenchement de la démarche et du processus, avec donc en juillet, on était à 1131 écoles et établissements qui étaient inscrits sur la plateforme. Donc vous avez une plateforme qui permet de gérer tout le dispositif et de faire le workflow entre justement les inscriptions, les établissements, les cellules départementales et la cellule académique. Et donc 1131 écoles et établissements. Vous voyez, ça fait 35% des écoles de l'académie, 61% des collèges et 50% des lycées. Donc on a eu un engagement quand même relativement massif des écoles et des établissements de l'académie. Bon, il faut nuancer un petit peu, puisque dans ce pourcentage-là, vous avez certains qui sont réellement engagés dans la démarche, donc qui sont en train de rédiger un projet, ou qui ont rédigé un projet, ou qui ont un projet qui a été validé. Il y a ceux qui sont en train dans la concertation pour le projet. Il y a ceux qui sont en train de finaliser, enfin de mettre en place leur concertation, puis ceux qui envisagent de se lancer dans quelque chose. Quand on regarde, donc ça c'est au niveau de la concertation. Quand on regarde au niveau des projets eux-mêmes, comme le disait Madame la rectrice ce matin, il y a 110 projets qui ont été validés, avec plusieurs validés, avec
des projets qui sont validés, mais sur lesquels il y a des petites retouches à faire, des projets qui sont validés, c'est-à-dire c'est parti, donc vous en avez 76, des projets qui ont été validés avec des petites retouches, mais qui sont soit en train d'être retouchés, soit qui ont été retouchés et qui sont en train d'être revus par les collègues des départements ou la cellule académique, et qui vont repasser en commission de validation. Puis il y a ceux qui sont prêts à être validés, mais qui ne sont pas encore passés en commission de validation. Voilà. Alors, globalement, on en a 160 en cours de rédaction, si on regarde un petit peu plus loin, 160 projets qui sont en cours de rédaction. Ce qui est important, je voulais revenir sur la phase de concertation. La phase de concertation, souvent, elle est perçue dans les écoles ou dans les établissements comme une concertation en interne. C'est-à-dire, on se concerte avec soi-même, le soi-même étant les enseignants, les équipes, enfin l'équipe de direction, les enseignants, parfois l'équipe éducative au sens un peu plus large, parfois les parents, parfois les élèves, mais l'idée c'est qu'il y ait ces personnes-là, mais en même temps, ou ces acteurs-là, mais en même temps qu'il y ait aussi les acteurs du territoire, et en particulier la collectivité territoriale. Dans la mesure où souvent il y a des demandes de financement, de matériel, la collectivité territoriale est totalement impliquée. Donc il est essentiel que dans la phase de concertation, il y ait un travail fait avec la collectivité territoriale. Alors c'est plus facile pour les écoles, parce qu'il y a une proximité géographique qui facilite les choses. C'est un peu plus compliqué pour les collèges, parce que il faut contacter les équipes des départements, mais vous avez des élus des départements dans le conseil d'administration. Et c'est un peu plus compliqué pour les lycées, mais vous avez aussi des élus du conseil régional dans vos établissements. Voilà. Je te passe la main. Merci. Bonjour à tous. Donc la suite, effectivement, de la présentation, ce sont les moyens mis à disposition, parce qu'évidemment, pour cette recherche de solutions sur le terrain, et qui est issue du diagnostic posé dans le cadre des travaux et de la concertation, il faut pouvoir imaginer un plan d'action, il faut pouvoir libérer la créativité, et pour cela, il faut décliner un certain nombre d'actions très opérationnelles qui vont demander un accompagnement budgétaire. Donc une programmation très ambitieuse sur le plan pluriannuel tel qu'il a été évoqué par Pascal Boiry est d'ores et déjà fléchée, puisque 500 millions d'euros au niveau national sont programmés, et l'Académie a bénéficié effectivement en phase initiale puis en phase complémentaire, puisque ce qu'a dit Madame la rectrice ce matin en termes d'énergie, de dynamique au niveau académique, a conduit l'Académie à solliciter des crédits complémentaires, de manière à ce que les établissements qui le souhaitent puissent bénéficier, pour la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques et éducatifs, d'un financement qui viendra accompagner leurs actions. Alors, à ce stade, nous avons bénéficié d'un financement de l'ordre de 3,3 millions d'euros, dont vous trouvez le détail dans le premier graphique en haut à gauche sur la diapositive, réparti évidemment entre le secteur privé et pour l'enseignement scolaire du premier et du second degré sur des programmes respectifs. Nous avons engagé en réponse aux projets qui ont été instruits, regardés en commission, un volume extrêmement conséquent, puisque plus de 2 millions d'euros ont d'ores et déjà été engagés. Ces 2 millions d'euros concernent les projets effectivement validés, comme l'indiquait tout de suite Pascal Boiry. Ça veut dire que les demandes de moyens complémentaires que nous avons formulées ont permis d'accompagner les derniers financements, mais surtout de nous mettre en situation d'accompagner les projets qui sont en cours de saisie, en cours d'instruction, ou tout simplement les projets que vous allez élaborer dans les semaines et les mois qui viennent. Sur les financements accordés à ce stade, ce sont 1,3 million d'euros pour les écoles, 453 000 sur les collèges et 270 000 sur les lycées. Ça fait bien écho, on va aller très vite, mais ça fait bien écho à la description qui a été donnée ce matin, avec évidemment des engagements à titre pluriannuel, puisque cette pluriannualité, elle permet d'engager à long terme les actions qui ont été programmées.
Alors je passe très vite pour vous présenter malgré tout le circuit d'un projet, de sa genèse, qui est bien celle de la concertation. Une concertation, comme l'a dit Pascal Boiry, comme ça a été dit tout à l'heure par l'intervenant Monsieur Tricot, mais comme ça avait déjà été dit par Madame la rectrice et Monsieur le ministre hier, c'est qui part du terrain et qui associe l'ensemble des acteurs. C'est essentiel, notamment pour ce qui concerne les collectivités territoriales, pas uniquement, mais notamment parce que dans le plan d'action qui couvre tout type de dépenses assez diverses. Vous verrez dans les thématiques qui seront déclinées tout à l'heure. Eh bien, évidemment, la collectivité a un rôle particulier à jouer et c'est essentiel, notamment dans le premier degré. Donc, l'accompagnement de la cellule académique et particulièrement des référents départementaux est extrêmement précieuse et il faut la mobiliser pour permettre d'avancer de bien accompagner sur ce champ. Donc la concertation, la réflexion, la rédaction du projet et la saisie du projet sur la plateforme 5 vont être constituée la première étape. La seconde, donc, va concerner l'instruction au niveau académique, la présentation, bien évidemment, des questions, un certain nombre de questions, puisque régulièrement les projets sont questionnés. Il y a eu, entre le mois de février et le mois de juillet, 14 commissions académiques, toutes présidées par Madame la rectrice, qui ont permis de présenter chacun des projets. Et puis, effectivement, le retour à votre structure par le chèque Notre École Faisons-la Ensemble, qui va fixer pour vous la notification informelle, puisqu'ensuite elle est suivie bien évidemment d'une notification et d'une délégation de crédit selon les modèles habituels en fonction du niveau dont il s'agit, premier ou second degré. Voilà, je fais très court, mais vous trouverez le détail dans la diapo et évidemment dans toutes les communications qui ont pu être faites. Alors, sur les thématiques, vous avez les thématiques nationales que j'évoquais tout à l'heure, donc les établissements doivent s'inscrire dans ces thématiques. Au niveau de la concertation, c'est le bien-être qui domine. Par contre, au niveau des projets réalisés, c'est plus le bien-être, c'est l'excellence. Mais vous voyez que, en fait, la plupart des projets sont sur 2 ou 3 thématiques, et même pour ceux qui sont sur une seule thématique, on voit bien que ça va être une porte d'entrée, mais qu'en fait, ça va avoir un impact sur les autres. Quand on regarde maintenant les choix qui sont faits dans les établissements, c'est-à-dire pour toucher ces thématiques, quelle est l'entrée du projet qui est choisi? Alors là, pareil, vous avez des catégories qui ont été mises en place, je ne vais pas les évoquer toutes, mais bien souvent, il n'y a pas une seule catégorie, ça s'appuie sur plusieurs. Et je m'arrêtais sur 2 éléments, l'aménagement des espaces, et ça fait résonance avec ce que disait encore André Tricot ce matin, c'est-à-dire dans les projets qui ont été validés, c'est ce qui domine largement cette question de l'aménagement des espaces, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous avez les fondamentaux autour de la lecture, la maîtrise de l'oral et les maths, les sciences et un petit peu le numérique aussi. Puis après, vous avez tout à droite, des projets globaux, c'est-à-dire des projets qui s'articulent autour d'une grande colonne vertébrale, mais qui en fait vont sur plusieurs entrées et essayent de fédérer, de mettre en synergie tout l'établissement autour de cette colonne vertébrale et autour de ces différentes entrées. Voilà, on est à chaque fois sur la pluriannualité. Voilà. Et puis donc la question de l'accompagnement et en particulier de ce qui va se mettre en place cette année. Donc globalement, l'année dernière, on a eu surtout à accompagner à la concertation et accompagner à l'écriture des projets, à la rédaction des projets. Cette année, ça va toujours être le cas pour les nouveaux établissements qui s'engagent dans la concertation ou pour ceux qui sont en cours de rédaction. Puis il va y avoir surtout à accompagner la mise en œuvre du projet dans l'établissement. Et là, c'est un peu un changement de culture, parce qu'il s'agit non pas d'arriver avec un discours descendant dans cet accompagnement en disant vous allez faire ceci, vous allez faire ça, vous voulez faire ci, donc vous allez faire ça, mais plutôt c'est justement de faire émerger quels sont les besoins, quels sont les objectifs, quels sont les 3 éléments qu'évoquait André Tricot ce matin, et donc comment on aide les équipes à formuler ces besoins, à formuler ces objectifs, à formuler les réponses qu'ils mettent en place, et comment on forme, comment on se forme, inspecteur du second degré, inspecteur du premier degré, conseiller pédagogique, formateur, comment on forme tout le monde pour justement accompagner ces équipes. Voilà, après, il y a plusieurs échelles. Donc, vous voyez qu'il y a des outils qui sont sur le site national et sur le site académique, avec des fiches techniques, des choses comme ça. Vous avez des webinaires qui vous seront proposés en fin de journée,
d'une heure, 1h30, comme on en a déjà fait l'année dernière. Et puis vous avez les formations qui sont réalisées par Canopé, le AFC, la Cardi, la Carec, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter 2 mots. D'abord, merci pour tous les beaux projets qui nous sont soumis. Je voudrais quand même insister sur le fait que c'est pas un bidule en plus, que c'est au service de votre projet d'établissement. C'est au service de votre projet d'établissement, de votre projet de réseau, de votre projet de territoire. Je crois que ceux qui l'ont compris pourront l'expliquer à ceux qui craignaient que ce soit un bidule en plus. Je pense que le fait que maintenant ça soit là en vrai et que ça se mette en place va être extrêmement encourageant pour que d'autres y aillent. Je voudrais remercier tous ceux qui accompagnent, sollicitent, donnent envie pour développer cela. Et je voudrais noter que je me souviens que dans les premières commissions, on se disait que le premier degré avait un peu une culture de la pauvreté, n'était pas assez ambitieux dans ses demandes. C'est bon, là, les derniers projets qu'on a vus du premier degré étaient extrêmement ambitieux. Je trouve ça vraiment très encourageant. Et enfin, je regrette, même s'il y en a quelques-uns, qu'il n'y ait pas assez de projets autour de la voie pro, parce que c'est un levier supplémentaire dans le cadre de cette transformation. Alors maintenant, très très important en cette rentrée, on l'a dit ce matin, c'est la lutte contre le harcèlement, qui a toujours été un sujet important, sur lequel on a déjà fait beaucoup de choses, mais on va essayer de vraiment prendre ça à bras-le-corps, et j'ai vraiment besoin de vous tous, parce que c'est aussi dans le premier degré, il n'y a pas qu'en collège. On a trop tendance à penser que le harcèlement c'est un problème de collège. C'est vrai qu'il y en a plus en collège, mais ça commence très tôt et ça continue ensuite. Donc on a besoin de vous, comme je l'ai dit ce matin, pour bien signaler les difficultés que vous rencontrez. Et donc je passe la parole à mes référents académiques préférés. Merci Madame la rectrice. Alors effectivement, la prévention et la lutte contre le harcèlement sur l'Académie de Grenoble, un travail a été réalisé. Je vous remercie d'y faire référence, Madame la rectrice. On a encore beaucoup à faire. Une priorité, effectivement, le ministre l'a rappelé, Madame la rectrice vient de le réindiquer. Cette prévention et cette lutte contre le harcèlement, tout d'abord, s'inscrit vraiment dans une logique au niveau de l'Académie de Grenoble de ce qui a été indiqué, de ce que Madame la rectrice a indiqué ce matin. C'est-à-dire, ce n'est pas le harcèlement pour le harcèlement. Nous nous inscrivons au niveau de la politique académique sur une entrée par l'élève, par l'enfant, par l'élève, en priorisant le fait que, comme vous l'avez bien dit ce matin, il n'est pas acceptable qu'un élève souffre. Et pour ce faire, bien évidemment, les 2 référents que nous sommes avec Caroline ne travaillons évidemment pas seuls, Caroline le dira tout à l'heure, mais essentiellement au niveau académique, nous travaillons en lien aussi avec nos collègues au cabinet de Madame la rectrice, notamment sur les violences scolaires, notamment sur la lutte contre la radicalisation, toute forme de violence qui peuvent intervenir dans un établissement scolaire. Et donc l'idée, c'est de donner une véritable cohérence et un repérage, qu'on arrive à un repérage efficace de tout élève qui peuvent se trouver en situation de mal-être, de souffrance, que ce soit du harcèlement ou autre. Alors pour le coup, nous deux avec Caroline, une fois que ce travail est réalisé, nous allons plus particulièrement traiter ce qui relève du harcèlement, avec le programme phare bien évidemment, et on vous remercie toutes et tous, parce que vous avez été largement impliqués et engagés lors de cette année. Le travail va se poursuivre, on en parlera juste tout à l'heure, mais il est important au préalable de dire que, bien évidemment, 2427 écoles, 330 collèges, 177 lycées dans l'académie, plus les établissements du privé qui sont concernés aussi, ça représente un volume important, et donc le but c'est qu'on ait une vraie cohérence dans le signalement et dans le traitement. Alors je parlais de signalement, le dialogue est très important au quotidien. Vous toutes et tous, vous faites ce travail de dialogue avec les enfants, victimes, auteurs ou autres, mais aussi avec les parents. Donc il est important de rappeler que ce dialogue doit se poursuivre. Il est la porte d'entrée pour résoudre une situation, bien évidemment,
Après, le recours évidemment aux sanctions si besoin. Il y a des nouveautés par rapport à ça, on l'évoquera tout à l'heure, hein, ça a déjà été un petit peu indiqué, mais aussi une traçabilité pour bien évidemment garder un petit peu ce qui se passe dans l'histoire et dans la mémoire de la vie de l'élève, mais aussi une traçabilité par rapport à vos établissements, par rapport à vous. Et pour ce faire, nous travaillons au quotidien bien évidemment avec le cabinet de Madame la rectrice, mais également avec les directeurs académiques en département, hein, qui connaissent bien leur territoire également, et c'est ce travail de maillage du territoire et traçabilité qui nous permettra de ne pas passer à côté d'une situation. Bien évidemment, pour finir cette introduction, en cas de vrais problèmes, ne pas hésiter directement à nous solliciter, bien évidemment, nos référents départementaux, mais également nous, mais aussi à utiliser tout l'arsenal, j'allais dire, qu'il peut y avoir, que ce soit en termes de sanctions disciplinaires, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi article 40, de signalement d'un danger imminent, enfin voilà, donc toute cette panoplie. Caroline, sur ce qui s'est passé un petit peu cette année pour faire la transition avec les nouveautés. Merci Régis, bonjour à chacun. Comme le ministre l'a rappelé hier, hein, c'est une cause nationale qui nous mobilise tous et qui nous mobilise pas seulement dans notre ministère, mais aussi de façon interministérielle. Et pour faire face à la pression médiatique, pour faire face parfois à l'emballement que nous avons connu cette année suite à des situations dramatiques, eh bien, vous savez que nous sommes encouragés à participer à des actions de prévention fortes et de les faire connaître auprès de nos partenaires, qui sont d'abord les parents d'élèves et puis les partenaires dans les réseaux, dans les territoires dans lesquels nous sommes. Donc, quelles ont été les actions, allez, j'ose le jeu de mots, phare de l'année dernière? Eh bien, ça a été cette participation à la journée nationale de lutte contre le harcèlement, le 10 novembre dernier. Cette année, ce sera le 9 novembre. Une forte participation de l'Académie au prix non harcèlement, qui sont des actions de prévention sur lesquelles tous les établissements scolaires, cette année, mais l'année passée, les collèges, les lycées et aussi les écoles du premier degré sont invités à participer largement, et on a eu une forte participation avec une belle remise, Madame la rectrice, des prix académiques au mois de mai-juin l'année dernière. 100% des collèges et des écoles de l'Académie en cette année 2022-2023 écoulée sont rentrés dans le dispositif phare. Alors, le ministre l'a rappelé hier aussi, il s'agit d'une vraie formation et d'un accompagnement de terrain pour que cette lutte contre le harcèlement, qui était déjà effective depuis 2013, depuis les travaux d'Éric de Barbieux, nous travaillons tous ensemble sur cette question, et l'Académie est aussi en avance avec des dispositifs comme Sentinelle et Référent, mais le dispositif phare doit être en œuvre dans tous les collèges et les écoles, et vous avez pu bénéficier, si vous avez demandé auprès de l'EAFC un stage d'accompagnement, à former vos équipes, en particulier votre équipe protectrice, qui est donc ces 5 personnels que vous avez identifiés en collège ou en circonscription, qui doivent être vraiment vos partenaires rapprochés pour s'assurer qu'il n'y a pas de situation de harcèlement en souffrance dans l'établissement, qu'il y a un réel traitement. Alors, tous les établissements scolaires n'ont pas pu bénéficier de ce stage. Il nous reste une dernière cohorte. Nous vous demandons de vous inscrire auprès de l'EAFC jusqu'au 15 septembre dans Gaïa. Le titre du dispositif est phare. Je ne vais pas aller, puisqu'on nous demande d'être rapide, sur l'ensemble du dispositif phare, mais en particulier réinsister sur les ateliers aussi à mettre en œuvre avec les parents, puisque nous sommes en période de rentrée. Et donc, lors des réunions d'accueil des parents d'élèves, penser à expliquer et aussi à ouvrir la porte aux fédérations de parents d'élèves, parce que c'est ensemble que nous pouvons combattre ce fléau du harcèlement. Pour avoir réussi à déployer au pas de charge l'année dernière quand même cet énorme défi qui était d'avancer ensemble sur les demandes du ministère, nous avons multiplié par 6 le nombre de formateurs académiques, et nous avons aussi tenu à convoquer tous les cadres, donc les principaux de collège et les inspecteurs, pour, lors d'une demi-journée d'intervention, leur présenter les enjeux du dispositif et ne pas rester simplement sur du kit qui est déployé en numérique. Nous continuerons, et Régis va vous en toucher 2 mots, sur la même dynamique. Nous tenons vraiment à cette proximité en présentiel auprès de vous sur cette thématique qui est importante et qui nous implique relationnellement.
Chaque situation de harcèlement qui est déclarée sur l'une de nos plateformes, que ce soit le 30-20 pour les faits de harcèlement ou le 30-18 pour les faits de cyberharcèlement, fait l'attention d'un accompagnement personnalisé de la part de nos équipes. Et pour ce faire, nous avons 30 référents départementaux qui sont donc sous le pilotage aussi de nos directeurs académiques. Et nous tenons avec Régis Vivier vraiment à remercier ici les conseillers techniques de services sociaux, les infirmiers, les chefs d'établissement et IEN qui sont aussi référents départementaux en plus de leur mission et qui nous aident à appeler les familles, à appeler les chefs d'établissement dans lesquels nous sommes saisis d'une situation complexe et à trouver une résolution. Et comme cela a été rappelé ce matin, que ce soit une situation de harcèlement ou non, c'est une situation de souffrance d'un enfant et nous ne pouvons pas ne pas accompagner. C'est important aussi, et je finirai sur ce point, vraiment de pouvoir aussi collectivement avoir du discernement. Une situation de harcèlement peut être masquée, peut durer dans un établissement et ne pas attirer l'attention des adultes, alors qu'une situation de conflit avec une famille qui pense que son enfant est harcelé peut vous utiliser beaucoup d'énergie. Et donc c'est important aussi qu'au cours de ces formations, vous puissiez avoir des outils de discernement, de diagnostic des éléments de gravité, en particulier de la souffrance d'un adolescent ou d'un enfant, pour pouvoir accompagner de façon très précise. Voilà pour ce qui s'est passé cette année 2022-2023. Rapidement pour 2023, évidemment, le travail va se continuer. Donc, avec les lycées qui vont bien évidemment rentrer plus précisément cette année, avec à la fois en termes de formation, comme vient de le dire Caroline, et puis aussi en termes de protocole. Donc, 177 équipes protectrices à former, à constituer et à former cette année 2023-2024. Un protocole de prévention et traitement du harcèlement, bien évidemment, qu'il va falloir établir. Donc, l'ensemble des collèges et écoles sont rentrés dans le dispositif, mais on a encore, et bien évidemment, c'est un travail qu'on vous demande, Madame la rectrice, c'était à nouveau adressé à vous mi-juin pour ces protocoles-là. Nous vous demandons évidemment, si ce n'est pas encore fait, de bien mettre votre protocole et d'enregistrer votre protocole sur la plateforme. C'est important effectivement en termes de traçabilité pour tout ce qui va être lié à la formation par la suite, bien évidemment. Le ministre l'a annoncé, sans doute un coordonnateur, un référent harcèlement par établissement. Il a indiqué hier que dans les jours qui viennent, il allait préciser un petit peu plus précisément les modalités. Et pour finir, dans le premier degré, on parlait tout à l'heure de sanctions, parce qu'à un moment, on peut pas maltraiter un enfant ou un élève en toute impunité. Il doit se passer des choses. Le droit, la règle, le droit, les devoirs, on l'évoquait ce matin. Et donc là, dans le premier degré, puis il y a déjà des choses dans le second degré que l'on met en relation, nous, avec tout le travail qui est fait sur l'académie, sur les sanctions disciplinaires, notamment dans les réseaux et dans d'établissements, avec des interventions que l'on fait avec mes collègues IAIP-REVS que j'associe. On le met en lien. Le harcèlement va peut-être être encore plus ancré par rapport à ça et vous donner un petit peu les outils et vous aider en cas de prise de décision. Et dans le premier degré, donc le décret du 16 août 2023, qui fait que, sous l'autorité des directeurs académiques, bien évidemment, il y aura une possibilité de changement d'établissement, évidemment, immédiate en cas de problème avec un auteur de harcèlement. Voilà pour les principales nouveautés. On aura l'occasion de revenir vers vous plus en détail par la suite.